La vie de Shinra Kusakabe a pris feu la nuit où sa maison est devenue cendre. En un instant, il a tout perdu. Sa mère consumée par les flammes, son petit frère emporté dans le chaos, et lui laissé derrière avec rien d'autre que des cicatrices et le surnom de Trace du Diable. Hanté par cette nuit, Shinra jura de découvrir la vérité, venger sa mère et sauver son frère. Ainsi, il rejoignit la compagnie 8 de la brigade spéciale de pompiers, non seulement pour combattre les infernaux, mais pour traquer le véritable ennemi caché dans les flammes. La combustion spontanée consume l'âme d'un citoyen, enflammant tout un wagon de train. Le wagon est isolé et arrêté sur les rails près d'une station évacuée. Shinra Kusakabe, un jeune garçon, décide qu'il peut essayer de donner le repos à cette pauvre âme. Cependant, avant qu'il n'affronte le monstre de feu connu sous le nom d'Infernal, la brigade spéciale arrive. 4 membres de la compagnie 8 de la brigade spéciale de pompiers arrivent à la station. Sœur Iris commence une prière pour l'âme tourmentée par les flammes et ses camarades attaquent. Ils frappent le monstre avec une balle d'extinction de feu. Puis, le capitaine enchaîne avec un pilon d'annihilation de cœur. L'Infernal essaie de riposter, mais un pyrokinésiste de 2e génération parmi les soldats dévie les flammes. La sœur termine la prière et le capitaine détruit le cœur de l'Infernal, le renvoyant à la grande flamme. Shinra admire les soldats et remarque qu'un des haut-parleurs de la station se détache avant de percuter la sœur qui ne s'y attendait pas. Shinra utilise les flammes de ses pieds pour traverser la station et la sauver. Le lieutenant reconnaît Shinra et le jeune garçon se présente comme le nouveau membre de la compagnie 8 de la brigade spéciale de pompiers. À la cathédrale spéciale du feu 8, Shinra est surpris de constater que la force du feu opère depuis un bâtiment peu moderne. Il est amené, reçoit un uniforme et est présenté au capitaine Akitaru Obi. Le lieutenant Takesa Inawa se présente également. Le capitaine demande pourquoi Shinra sourit sur sa photo de profil, et le garçon explique qu'il a tendance à sourire quand il se sent tendu. Shinra partage qu'il a rejoint la force du feu pour devenir un héros. Le capitaine lui dit qu'un esprit d'équipe est primordial, et le lieutenant se moque de Shinra en disant qu'il est connu comme un diable plutôt que comme un héros. Après que les filles aient terminé leur douche, Shinra les salue aussi. Iris le remercie de l'avoir sauvé et Maki admire son désir d'être un héros. Le capitaine Obi donne une petite orientation qui explique un peu le phénomène de combustion humaine spontanée. C'est la terreur qui saisit tout le monde dans le monde. Cela peut arriver à n'importe qui à tout moment. Les premières victimes de la combustion humaine ont été étiquetées comme la première génération de prokinétiques qui ont complètement perdu leurs âmes. Ces infernaux ne peuvent être détruits qu'en éliminant leur noyau. L'objectif principal de la force du feu est de mettre ces âmes tourmentées au repos, ainsi que de découvrir la source de ce phénomène. Dans le dortoir C où Shinra séjourne, il se rappelle avoir promis à sa mère et à son petit frère Sho qu'il deviendrait un héros qui les protégerait. Un incident inconnu a emporté la famille de Shinra et la responsabilité a été mise sur ses épaules. Tendu, Shinra ne pouvait que sourire en pleurant, lui valant le surnom de diable. Soudain, une alarme retentit dans toute la cathédrale et la force du feu se prépare à intervenir. Une usine a été enflammée par un inferno qui a pris possession de l'âme de la femme du directeur de l'usine. L'équipe des soldats du feu monte à bord du camion de pompiers bladé Matchbox spécial et part en mission. Les Blue Stripes arrivent sur les lieux et collaborent avec une agence de défense contre les incendies. Ils élaborent un plan pour isoler et vaincre l'Infernal agressif. Le directeur de l'usine implore qu'il mette sa femme au repos. Alors qu'ils entrent dans le bâtiment en flammes, le mur de flammes qui accueille l'équipe rappelle à Shinra le traumatisme de la perte de sa famille. Le capitaine lui rappelle qu'ils sont une équipe et que chaque seconde de retard signifie plus de destruction. Shinra se relève et reprend son calme. Maki sécurise un chemin à travers le mur de flammes, mais l'Infernal redirige les flammes et attaque Shinra, l'envoyant s'écraser contre un mur. Shinra se remémore les détails de la perte de sa mère et comment il a été blâmé pour cela. Il sait qu'il y avait autre chose, quelque chose qui a vraiment brûlé sa famille. Depuis ce jour, Shinra n'a pas pu sourire sincèrement. Les autres soldats du feu aident Shinra à reprendre connaissance après quelques secondes. Le capitaine Obi prépare l'équipe au combat et attaque avec Maki et Shinra. Le lieutenant attire l'attention de l'Infernal avec des balles, tandis que Maki et Obi s'approchent.
Prêt à attaquer, l'Infernal contre-attaque et manque de mettre Obi en feu. Mais Maki disperse les flammes et le capitaine envoie le monstre voler avec sa hache. Shinra n'a pas pu protéger sa famille, mais il prévoit de tenir sa promesse de devenir un héros. Il embrase ses flammes et utilise le pouvoir d'une 3e génération pour manœuvrer l'Infernal avant de l'éliminer d'un coup de pied décisif. Par la suite, le directeur de l'usine remercie les soldats d'avoir mis sa femme en repos. Le capitaine reconnaît les efforts de Shinra et déclare qu'il a fait son premier grand pas pour devenir un héros. Un jeune garçon blond maniant une épée arrive à la cathédrale spéciale des pompiers 8 où il proclame que ce sera son nouveau château. À l'intérieur, le capitaine Obi parle à Shinra des jeux de feu pour les recrues et comment lui et un autre nouveau recrue représenteront la compagnie 8 lors de la compétition. Shinra et le nouveau recrue, Arthur Boyle, se croisent dans le couloir. Arthur était le rival du diable à l'académie d'entraînement, et ils ne peuvent pas se supporter. Ils prévoient de se battre sur le toit, mais ils interrompent Maki et Iris qui sont en pause. Le lieutenant Inawa arrive sur le toit et ordonne à Maki de s'entraîner avec les nouveaux recrues pour avoir une meilleure idée de leurs compétences. Niveau de compétences avant les jeux de feu pour les recrues. Malgré le fait d'être seulement de 2e génération, Maki possède des capacités de combat exceptionnelles et surpasse facilement Shinra, le faisant tomber du toit. Arthur impressionne avec sa lame plasma Excalibur, mais il n'est pas non plus à la hauteur face à elle. Les deux garçons conviennent qu'il est impossible de la vaincre et rejoignent le capitaine Obi pour des ramen à déjeuner. Ensuite, la plupart de l'équipe se rend au stand de tir, où Shinra peut tester la hache de lutte contre l'incendie de type 7. Arthur affirme que la seule arme dont il a besoin est Excalibur, déclenchant une conversation sur l'équipement de lutte contre les incendies. Cela ne dure pas longtemps car une alarme retentit, signalant une nouvelle apparition infernale dans la ville. Il se dirige vers la maison qui a été enflammée et en chemin, Obi donne à Shinra le type 7, mais lui dit de le garder caché des civils. Ils arrivent à leur destination et apprennent qu'une fille dont le père est devenu un infernal 2 ans après que sa mère en soit devenue un. Shinra et Arthur sortent leurs armes en préparation pour la mission. Désobéissant à l'ordre précédent de leur capitaine, Obi les tire tous les deux sur le côté et explique que mettre les infernales au repos signifie en réalité les tuer. Les proches sont en deuil, donc leur priorité est de rassurer l'esprit des survivants, pas de combattre leurs proches. Obi, Shinra et Arthur remarquent le feu se muter, presque comme s'ils se moquaient d'eux. Ils entrent à l'intérieur pour découvrir une scène étonnamment paisible, où l'homme intériorisé est assis tranquillement à sa table de cuisine. Arthur se porte volontaire pour mettre fin à ses souffrances et détruire le noyau de l'infernal avec sa lame plasma. La maison s'embrase soudainement, à nouveau, et Obi a l'impression que quelqu'un en est à l'origine. Dehors, un civil mystérieux semble être la cause des flammes mutées. Obi trouve la fille et lui dit que l'âme de son père a résisté aux flammes et a gagné. Il lui rend une photo de sa famille pour la rassurer. Malgré sa perte, tout le monde retourne à la base. Et cette nuit-là, Shinra et Arthur parviennent à s'entendre dans leurs lits superposés. Quelque part dans un laboratoire sombre, un jeune scientifique mystérieux collecte des cendres dans un tube. Il explique que le monde est en ruine à cause du phénomène de combustion humaine spontanée. Les flammes ont déformé l'espace, découpant les continents et laissant les pays en désarroi. La plupart des gens se rassemblent dans l'empire de Tokyo, relativement épargné, qui est divisé en 8 districts. Le Saint-Temple de Séoul et Hajima Industries de l'Empire ont aidé à développer Amaterasu, l'énergie thermique qui alimente Tokyo. L'homme mystérieux de la 2e mission de Shinra est celui qui écoute l'histoire. Il affirme que les cendres créées par les scientifiques fonctionnent bien pour provoquer les soldats du feu. Le jeune scientifique dit que la 8e compagnie, avec le diable par Mitterrand, est dirigée par Akitaru Obi, un homme qui a été promu 2 fois et rétrogradé 2 fois durant son temps en tant que pompier. Il a été démis de ses fonctions en raison de son désir de privilégier le sauvetage de vie plutôt que de suivre des ordres. Sur le site des jeux des soldats du feu débutants, Shinra rencontre Tamaki Kotatsu, une 3e génération de la première compagnie. Il est également présenté à Wunwan, les mascottes de l'agence de défense incendie. Des soldats du feu de chaque compagnie se préparent pour la compétition, mais Shinra remarque un homme familier. Il le reconnaît comme un membre de la première compagnie et l'homme qui a aidé à éteindre le feu il y a 12 ans. Shinra se présente comme un rookie de la 8e compagnie et demande des informations sur l'incendie survenu il y a 12 ans.
L'homme lui répond qu'il n'a pas le temps de discuter, et Tamaki dit au rookie de ne pas être si direct avec son capitaine. Shinra suit à nouveau l'homme, mais il répond simplement qu'il ne se souvient pas d'un incendie aussi ancien. Il dit à Shinra d'aller se préparer, et tout le monde se rassemble pour le début des jeux. L'objectif de la compétition est de prendre d'assaut un grand bâtiment où un incendie simulé se déroule. Ils doivent secourir ceux qui en ont besoin et neutraliser un homme se faisant passer pour un infernal. Dès que l'événement commence, Shinra utilise ses flammes pour se propulser au sommet du bâtiment et y entre par là. Il rencontre bientôt l'homme mystérieux avec le cache-œil qui a mis hors de combat tous les participants à l'événement. À l'intérieur, l'homme mystérieux, Joker, dit que lui et les traces du diable ne seront pas interrompus de cette manière. Il demande à Shinra s'il veut en savoir plus sur l'incendie de 12 ans auparavant. Shinra exige que l'homme s'éloigne du membre d'équipage blessé, mais Joker menace de les tuer. Shinra l'arrête en agitant ses pieds enflammés et demande des informations sur l'incendie. Joker accepte de lui dire seulement s'il lui fournit un peu de divertissement. Un combat s'ensuit entre Shinra et Joker, mais ce dernier utilise les cendres mystérieuses pour repousser Shinra et le surpasse. Joker est impressionné par le sourire de Shinra malgré les circonstances et révèle que son frère Sho est en vie en récompense. Cela ne fait qu'alimenter les soupçons de Shinra envers la Fire Force, car il pense que quelqu'un comme le capitaine de la première compagnie pourrait cacher quelque chose. Le Joker demande à Shinra de le rejoindre et d'abandonner son rôle de héros pour découvrir la vérité. Shinra refuse et dit qu'il va arrêter Joker pour avoir agressé 2 membres d'équipage. Cette fois, lorsqu'ils s'affrontent, Shinra utilise une série de coups de pied volants et impressionne son adversaire avec la véritable puissance de feu du diable. Arthur et Tamaki arrivent peu après, et tandis que Shinra essaye d'expliquer la situation, Arthur pense que tout cela fait encore partie de la compétition. Arthur essaie de se confronter à l'homme, mais il n'arrive pas à porter un coup avec son Excalibur. Tamaki enchaîne en piégeant Joker dans des flammes, mais ils sont tous balayés par ces cendres explosives. Joker laisse à Shinra un cadeau d'adieu avec toutes ses cendres restantes et lui demande de prouver qu'il est un héros en sauvant tout le monde. Alors qu'il disparaît dans l'ombre, Joker laisse l'invitation ouverte à rejoindre son côté. Shinra attrape les 2 hommes blessés et dit aux 2 autres qu'ils doivent s'échapper avant que les cendres ne s'envolent. Arthur et Tamaki taillent et font un trou dans le plafond, et Shinra s'envole pendant que tout le monde s'accroche à lui. L'explosion les sépare, mais le capitaine Burns attrape Tamaki pendant que le reste de la 8e essaie de rattraper Arthur. Par la suite, le bâtiment est évacué et le capitaine Burns remercie Shinra d'avoir souli son rookie. Le capitaine Obai félicite Shinra pour un travail bien fait et le capitaine Burns dit que la 8e a un bonhomme. Plus tard dans la nuit, Shinra et Obai se rencontrent et le capitaine explique que les différents régiments de la force de feu sont principalement indépendants. Chacun d'eux agit de son propre chef et est soutenu par différentes factions. Comme le Temple du Saint-Sol et la compagnie Hajima, la 8e compagnie est composée de membres que l'Agence de défense contre le feu a jugés dignes de confiance pour enquêter. Les compagnies 1, 7, la force de feu spéciale, la compagnie 5 et leur leader, la princesse Ibana, ont vent d'une possible apparition infernale sur le territoire de la compagnie 8. Malgré cela, la princesse décide de se déplacer dans la juridiction de la 8e pour étudier ce nouvel infernal. Plus tôt dans la journée à la cathédrale 8, le lieutenant Inawa révèle que l'analyse des cendres de Joker est complète. La poudre s'avère être faite de cendres infernales. Peu après, Arthur et Shinra doivent compléter une montagne de paperasse, mais Maki leur confie une mission pour sauver un chien dans un arbre. Après avoir reçu un appel qui était destiné aux pompiers, le duo est réticent au début mais décide d'y aller pour éviter de faire de la paperasse. Shinra et Arthur arrivent en ville pour trouver Mamoru coincé dans l'arbre. Apparemment, il a été poursuivi là-haut en raison de la récente réaction contre l'Agence de défense contre le feu à cause de l'affaire Miyamoto actuellement en cours. Miyamoto est presque libéré et déclaré non coupable, mais il se transforme soudainement en infernal qui conserve son sens de soi et tue le juge. La compagnie 8 apprend l'apparition, mais la princesse Ibana de la compagnie 5 souhaite capturer l'infernal intelligent pour elle-même. Maki a trop honte d'admettre qu'elle a envoyé Shinra et Arthur en mission simple, et le lieutenant promet de les punir tous les 2. Lorsque le Matchbox arrive dans la ville, les garçons retrouvent leur équipe et reçoivent l'ordre d'avancer pour maîtriser l'infernal. Miyamoto essaie de tuer son avocat,
mais Shinra et Arthur arrivent juste à temps pour le sauver. Les garçons dominent facilement l'Infernal qui admet être jaloux du travail de la force de feu. Les autres les rejoignent et Obai ainsi que Inawa sont surpris de voir que l'Infernal a conservé son caractère. Miyamoto fait semblant de se rendre puis s'enfuit, forçant Shinra à le poursuivre seul. À Taitoku Akihabara, l'Infernal commence à terroriser d'autres citoyens. Alors que la nuit tombe, Shinra arrive et domine à nouveau Miyamoto et l'Infernal l'appelle le diable. Shinra le corrige, affirmant qu'il est un héros et essaie d'épargner l'homme pour qu'il puisse être arrêté. Malheureusement, l'Infernal tente une attaque sournoise, mais son bras se fait frapper. Juste avant que Shinra n'ait la chance de le mettre hors d'état, la princesse Ibana et la 5e compagnie interrompent le combat. Shinra refuse de recevoir des ordres de sa part, forçant Ibana à le maîtriser avec ses capacités. Shinra parvient finalement à se relever et active sa capacité d'ignition, défiant toute la 5e. Le capitaine Obai et les autres les rejoignent avant qu'une escarmouche n'éclate et que les deux capitaines commencent à négocier. Malgré ses soupçons, Obai permet à la 5e de prendre l'Infernal, à condition qu'ils partagent leur découverte. Toru Kashiri de la 5e traite Obai de nul sans talent, ce qui met Shinra et Arthur en colère et lui vaut un coup de poing de Maki. La princesse Ibana avertit la 8e de ne pas mettre son nez trop profondément dans les affaires. Mais Obi répond que le feu qui brûle au sein de la 8e ne peut pas être éteint si facilement. Par la suite, la 5e et la 8e prennent des chemins séparés. Avec ses vêtements trempés, Iris s'agenouille à côté d'une fontaine et se remémore son enfance aux côtés de Ibana il y a longtemps. Shinra remarque qu'elle est troublée et fait de son mieux pour encourager la sœur capitaine. Obi tient une réunion avec son équipe et révèle que la 8e va enquêter sur la 5e compagnie, même si cela les amène à se battre. Inawa explique la situation et tire sur Shinra lorsqu'il se laisse distraire par la tâche à accomplir. En utilisant sa capacité d'ignition en tant que 2e génération, Inawa peut manipuler les balles et a rendu son tir non létal en affaiblissant la poudre à canon. Après la réunion, Shinra et Inawa discutent de la façon dont Ibana a mystérieusement accédé au poste de capitaine grâce à ses recherches illégales. Le lieutenant souligne que Shinra et Arthur seront essentiels dans la bataille à venir. Pendant ce temps, à la Special Fire Force Combine 5, Hababa mène les expériences et prend plaisir à torturer l'infernal capturé Setsuo Miyamoto. Toujours mal à l'aise, sœur Iris prie le dieu soleil dans la cathédrale, tandis que Shinra réfléchit à sa rencontre avec Ibana au lit. Arthur l'entend et ils discutent de ce qui tracasse Iris. Ils sont interrompus par Maki qui demande où Iris a disparu seule. Sœur Iris se rend à la base de la 5e compagnie et demande à voir Ibana. Peu après, Ibana frappe Iris dans sa colère pour avoir suggéré qu'elle a abandonné la religion avec ses affaires sombres. Dans la recherche infernale, Ibana croit qu'il n'y a que des démons sur Terre, pas de Dieu, et elle admet avoir complètement abandonné l'Église. Ibana prévoit d'utiliser Iris pour attirer la 8e compagnie afin de les éliminer avant qu'ils ne deviennent une menace. Le conflit entre les deux compagnies éclate immédiatement lorsque Shinra et les autres font irruption dans le Combine pour sauver leurs camarades. Maki se demande s'ils doivent réagir si imprudemment, mais Inawa pense que la 5e ne peut pas déposer de rapport officiel avec toutes leurs recherches douteuses étalées. Le lieutenant ordonne aux deux recrues de partir à la recherche d'Iris pendant qu'il et Maki s'occupent de l'accueil. Inawa utilise ses balles pyrokinétiques pour abattre les soldats du feu gardant le Combine, ouvrant un chemin pour que les garçons infiltrent. Arthur est rapidement confronté à un scientifique Conhead qui a amélioré Miyamoto et lui a donné la capacité de tirer des rafales de feu concentrées. Bien qu'il soit principalement indifférent, quelque chose semble déranger Arthur. Toru Teshiri utilise ses bulles pour lancer une attaque surprise sur Inawa et Maki en respirant un gaz inflammable dans des bulles de chewing-gum zéro oxygène que Kishiri crée, lesquelles explosent une fois éclatées. Les bulles s'avèrent être extrêmement explosives. Cependant, Maki révèle la position de la cible et cela suffit à Inawa pour le vaincre en utilisant le contrôle balistique et de ricochet. Immédiatement après leur victoire, le lieutenant et la sorcière sont confrontés aux 3 du 5e ange. Conhead et Miyamoto semblent avoir l'avantage sur le chevalier, mais ils restent confiants. La princesse apprend l'attaque et ordonne la destruction de la 8e compagnie afin qu'elle ne se mette pas en travers de ses recherches.
Arthur est submergé et insulté par Miyamoto pour être trop confiant malgré son apparente faiblesse. Le roi de la nuit semble impuissant, jusqu'à ce qu'il réalise soudainement qu'il manie son épée de la main gauche. Après avoir changé pour la prise correcte de la main droite, Arthur abat sans effort Miyamoto dans un éclat violet. Koned est émerveillé par la force du jeune chevalier, alors que Miyamoto est tué. Enfin, Inawa et Maki éliminent tous les 3 du 5e ange et découvrent qu'il y en a plus de 3. Alors que tous ses camarades revendiquent la victoire, Shinra arrive enfin au château de la princesse. Shinra fouille le sanctuaire intérieur de la 5e compagnie à la recherche de la princesse Hibana. Il craint de ne pas pouvoir faire face à son pouvoir mystérieux. Les 3 du 5e ange affrontent Shinra, mais ils sont facilement éliminés par le soldat du feu Ruki. Hibana dit à Iris que ses alliés sont arrivés pour la sauver. La princesse lui dit de prier pour ses alliés, car tout se termine dans les flammes. Toutes les religieuses avec qui elles ont grandi ont brûlé, mais Hibana a acquis des capacités. Elle croit qu'elle se tient sur leur cendre et peut atteindre le bonheur de cette manière. Iris soutient que sa sœur ne parviendra jamais à être heureuse ainsi, mais Hibana s'emporte avec le feu. Shinra arrive, affirmant qu'un héros est là pour sauver la sœur Iris. Iris lui dit de fuir, mais Shinra fait face au capitaine. Hibana l'appelle Gravillon et utilise son pouvoir d'ignition pour le désactiver. Shinra s'effondre, étourdi, et la princesse pose son pied sur sa tête. Syncope thermique. Le pouvoir d'Hibana enveloppe ses ennemis d'une chaleur spéciale qui empêche le sang de circuler vers le cerveau de sa cible. Shinra se relève et affirme que le vertige n'est que dans sa tête. Hibana traite le héros de délirant et est surprise qu'il puisse se tenir debout. Elle invoque ses fleurs brûlantes faites de feu et décide de le détruire malgré sa capacité à riposter. Shinra lui rappelle qu'il est un héros et active ses flammes, affirmant que la femme se trompe en pensant qu'elle va gagner. Au début de la lutte, Shinra semble tituber et ne peut même pas voler correctement. La princesse invoque son arbre sécurisé et exige qu'Iris et Shinra admettent qu'il n'y a pas de véritable dieu ou héros dans ce monde. Iris rappelle à Hibana qu'elles ont prié ensemble au couvent quand elles étaient plus jeunes. En réponse, Hibana se souvient que tout le monde sauf elle deux a péri dans un incendie qui a détruit l'église. Shinra se relève à nouveau et dit qu'Hibana est une victime des flammes, tout comme lui. La princesse essaie de le brûler vif avec Sakura Blizzard et exige qu'il s'incline devant elle. D'une manière ou d'une autre, il résiste à la chaleur et parvient à ne pas s'effondrer. Shinra dit qu'il doit la vaincre pour son propre bien et être un héros. Elle refuse de croire qu'il existe des héros dans ce monde, et Shinra dit que c'est précisément pour cela qu'il doit devenir un héros. Hibana est surprise par ces mots, et le prétendu héros lui assène un coup de poing solide. Dans le passé, Iris et Hibana étaient heureuses en grandissant. Cependant, après l'incident qui a coûté la vie à leurs amis, elle s'est plongée dans le chagrin. Elle a quitté l'église et a décidé d'agir comme un diable de feu si Hibana souhaitait apprendre ce qu'elle pouvait sur les infernaux afin d'améliorer son classement dans la société. Hibana se réveille et trouve Shinra et Iris la protégeant sous l'arbre Sakura. Iris dit qu'elle a toujours admiré Hibana, mais la princesse affirme qu'elle n'est soutenue que par les flammes. Elle croit qu'elle n'a plus rien maintenant qu'elle a perdu. Mais Shinra lui dit qu'elle a un héros à ses côtés. Elle demande pourquoi il devrait être obligé, mais Shinra lui rappelle que les héros n'ont pas besoin de raison pour sauver les autres. Hibana et Iris semblent se réconcilier, et la princesse lui montre même les fleurs de leur enfance. Ensuite, après avoir terminé les préparatifs, le capitaine Obai découvre que la bataille est terminée. La première compagnie, dirigée par Leonard Burns, se prépare pour un entraînement commun avec le 8e capitaine. Burns semble bien conscient que le 8e régiment de révolution fait leur mouvement pour les enquêter. Le 8e organise une fête informelle pour plusieurs autres compagnies pour l'entraînement. Par la suite, Obai et Hibana discutent des plans d'Obai pour extorquer la vérité sur la combustion humaine. Elle explique qu'il pourrait ne pas comprendre ses recherches, et qu'elle a changé d'avis à cause de Shinra. Hibana révèle également qu'il y a quelqu'un qui provoque la combustion humaine. Ils décident de travailler ensemble pour rendre justice à ceux qui causent ces incendies. Tous les infernaux qui ont été testés différemment des autres proviennent tous du district Shinjuku, sous la juridiction de la première compagnie.
Lors d'une réunion avec ses subordonnés, Obai révèle que son plan est d'infiltrer le premier district sous le Covid du système de formation de réaffectation des nouveaux recrues. Shinra et Arthur reçoivent l'ordre de se glisser sous couverture au sein de la première et d'en apprendre davantage sur les personnes qui créent artificiellement des infernaux. Maki les guide vers l'obélisque Saint-Sol, la base élégante de la première compagnie. Takeru Noto de la deuxième et Toru Kishiri de la cinquième les rejoignent comme camouflage pour l'opération. Karim Flamme les accueille à l'intérieur et les réprimande, mais Shinra prend cela comme un discours redondant. Karim les conduit à l'extérieur pour rencontrer le capitaine Burns et le reste de la première dans la grande cathédrale. Shinra est excité de rencontrer le capitaine Burns, impatient de découvrir tout ce qu'il sait sur le feu d'il y a 12 ans. Maki présente les nouvelles recrues au capitaine Burns, 3 lieutenants, Foyin Lai, Karim Flamme et Reika Oshimiya. Shinra défie soudainement les lieutenants à un match d'entraînement afin d'évaluer leurs capacités. Reika affirme que cela ne sera pas nécessaire, mais Burns décide de jouer le jeu. En entendant parler du match d'entraînement de Shinra avec le capitaine, Tamaki se précipite vers le terrain d'entraînement. Burns décide de commencer avec la compagnie au numéro le plus bas, mais Takeru est trop timide pour vouloir participer. Il s'entraîne avec Reika de toute façon, où ce dernier l'appelle Juggernaut. Takeru n'aime pas utiliser ses flammes, mais Reika le persuade de se battre. Reika évite tout. Tous les Juggernauts tirent des missiles, et Karim est contraint de les éteindre lui-même en utilisant le refroidissement thermoacoustique. Toru refuse de passer ensuite, alors le capitaine Burns décide d'affronter à la fois Shinra et Arthur. Arthur attaque en premier, mais son Excalibur est bloqué d'une seule main et exterminé en un éclair. Shinra passe à l'offensive et essaye de mettre la pression avec ses pieds enflammés, mais le capitaine est simplement dans une autre ligue de force. Burns demande à Shinra pourquoi il veut être un héros, et après avoir entendu sa réponse, il le défait sans effort. À la suite de la bataille, le capitaine Burns accueille officiellement tous les nouveaux stagiaires. Shinra est découragé par la perte, mais Karim admet que les 2 recrues ont plutôt bien réussi et qu'il va s'occuper d'eux. L'un des membres de la première compagnie est un traître. Au milieu d'un épais brouillard, l'un des lieutenants utilise une cabine téléphonique non marquée et affirme que l'infernalisation se déroulera sans accroc. Il révèle également qu'il parle à l'évangéliste. Les capitaines Obai et Ibana se rencontrent pour partager ses notes de recherche. Ibana révèle que des insectes sont utilisés pour percer le cœur de l'infernal touché de l'extérieur, contrairement à la combustion humaine spontanée. 5 jours après avoir rejoint la première, Shinra se réveille et se rappelle qu'ils ont 1 mois pour trouver des informations sur les infernaux. Le lieutenant Inawa vient leur rendre visite, comme il semble le faire chaque jour. Inawa et Ibana discutent de l'atmosphère paisible au sein de cette compagnie, comme s'ils n'avaient rien à cacher. Contrairement à la 5e, des infernaux artificiels apparaissent dans des sites d'incendie fermés auxquels seuls les soldats du feu peuvent accéder. Cela a conduit Ibana à conclure que, quoi qu'il arrive, il y a une forte probabilité que la première soit derrière cela. Au déjeuner, Takeru parle avec Shinra, Arthur et Toru des raisons pour lesquelles ils ont rejoint les soldats du feu. Ils sont interrompus par Tamaki lorsque soudain les alarmes incendie se déclenchent. Ils se séparent et vont vers leur lieutenant désigné. Tout le monde se retrouve sur place et agit rapidement pour neutraliser plusieurs incidents signalés d'infernaux. Karam ordonne à Shinra et Arthur de rester en attente, mais Shinra détecte l'apparition d'un infernal. Il remarque un civil qui s'est soudainement transformé en infernal par une autre personne. Confiant dans son exploit, Shinra poursuit le coupable pour finalement trouver Reika et Karam au bout de l'allée. Shinra reste sous couverture et empêche Arthur de parler. Tamaki apparaît et confirme que l'infernal a été neutralisé. Karam ordonne à tout le monde de partir et les recrues se regroupent dans leur chambre. Arthur sait que les lieutenants sont derrière cela, mais Shinra dit qu'ils ne savent pas encore qui est l'ami de l'ennemi. Shinra révèle avoir vu un soldat du feu internaliser un civil en pressant un insecte dans une bouteille sur son dos. Il commence par enquêter dans la chambre de Karim. Après avoir dit à Juggernaut de les occuper, Arthur s'introduit dans la chambre en utilisant Mini Excalibur et pénètre dans l'une des étagères de Karim de la même manière. À l'intérieur, il trouve un des insectes infernaux et conclut que Karim est leur coupable. Soudain, Karim apparaît et prétend qu'il a laissé un insecte là intentionnellement. Il a décidé de les tester en raison de leur comportement dans la ruelle
et conclut que la 8e enquête également sur les insectes. Karem suppose que Rekha doit être celui derrière ces incidents. Il y a eu un incident 2 mois auparavant où un groupe d'enfants a été brûlé dans un événement surnaturel, rappelant à Shinra son passé ainsi qu'à Hibana. C'est là que Karam a trouvé cet insecte. Il est bouleversé que son ami ait cédé à un tel mal. Pendant ce temps, Rekha manipule Tamaki pour rassembler un groupe de jeunes enfants dans un endroit isolé. Il prétend avoir trouvé une prière sacrée qui les empêchera tous de devenir des infernaux. Il s'est assuré qu'il garde cette réunion secrète et demande à Tamaki de sortir pour qu'il puisse être seul pour la prière. Tamaki veut rester pour la prière et il l'embrasse par appréciation, ou du moins c'est ce qu'il semble. Cependant, Rekha l'étreint jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Effrayée, la mère des enfants essaie de les éloigner, mais Rekha la transforme d'abord en infernale avant de détruire son noyau. À la cathédrale, Shinra et Arthur rejoignent Karam dans sa mission de recherche de Rekha, malgré ses ordres de rester en arrière. Pendant ce temps, Rekha tourmente les enfants effrayés et Tamaki se réveille. Tamaki réalise que Rekha a créé des infernaux et il l'abuse. Il crie qu'il ne renoncera pas, peu importe combien d'enfants il doit sacrifier pour créer des infernaux pour l'évangéliste. Rekha lui ordonne de se taire et la frappe au sol. Il veut créer une flamme pilote et transforme l'un des enfants en infernal, ce qui fait que Shinra le détecte alors qu'ils volent dans le ciel. Alors que Tak brûle, Rekha lui ordonne de commander les flammes et le garçon semble survivre à l'incident. Rekha affirme qu'elle est compatible avec la flamme pilote et essaie de passer aux autres enfants. Tamaki le supplie d'arrêter et utilise ses flammes comme signal de détresse. Rekha frappe Tamaki, trahissant l'image qu'elle avait de lui. La fille se souvient de son admiration pour l'enthousiasme de Rekha lors d'une mission passée. Cependant, actuellement, le lieutenant qu'elle respectait tant, Kaili, essaie de la tuer et de transformer des enfants en infernaux. Shinra arrive pour sauver la situation, écrasant le visage de Rekha contre le sol avec son pied enflammé. Shinra se tourne vers Tamaki et lui demande si ça va, mais elle ne peut que pleurer en réponse. Rekha se remet et exige que Shinra n'interfère pas. Il frappe le novice avec son coup de poing Starfist et il s'engage dans un combat. Rekha remarque que son insecte est attiré par les flammes de Shinra. Il vit que Shinra a une flamme immaculée, une explosion à $. Rekha a transformé des enfants en infernaux pour trouver quelqu'un compatible avec l'explosion à $. Shinra réalise que ses sacrifices ont affecté sa vie et celle de Hibana. Rekha essaie de montrer sa puissance de feu impressionnante et brûle les vêtements de Tamaki. Shinra peut se défendre et croit que sa capacité d'ignition est à peu près égale à celle de ses adversaires. Shinra pense qu'il peut gagner en utilisant sa mobilité dans la zone où il a l'avantage sur Rekha. En emmenant leur combat dans les airs, Shinra parvient à manœuvrer Rekha et à le vaincre avec un coup de pied décisif qui renvoie le visage du traître contre le pavé. Tamaki s'assure que les enfants sont en sécurité, tandis que Rekha gît vaincu. Shinra s'est épuisé et exige que Rekha se rende sans plus de résistance. Il refuse de laisser des enfants compatibles s'échapper et affirme qu'il fera tout pour l'évangéliste. Shinra exige de savoir ce que Rekha recherche, mais le traître fou croit qu'ils doivent transformer tous les gens en flammes pour ramener l'humanité à la grande flamme et transformer le monde en un deuxième soleil. Avant que Tamaki ne s'échappe avec des enfants terres, Rekha se prépare à les arrêter pour pouvoir les laver de cerveau afin qu'ils servent l'évangéliste. Malgré l'utilisation excessive de ces flammes, Rekha essaie d'exterminer tout le monde sur place. Cependant, Karam arrive et le gèle complètement avec son pouvoir. Fuinlai arrive également et ils discutent de la possibilité qu'une puissante organisation soit derrière tout cela. Soudain, Rekha est transpercé par une flèche enflammée, le tuant. 2 guerriers en robe blanche tirent d'un toit à distance. Ils essaient d'éliminer les soldats du feu restants et tirent même sur les bras de Fuinlai. Shinra met en place un écran de fumée et repère l'ennemi depuis une fenêtre. Tamaki marque les cibles avec sa flamme et Karam la gèle pour bloquer leur vue. Réalisant qu'ils ont été repérés, les mystérieuses robes blanches se retirent. Tout le monde se regroupe et Kerim utilise sa robe pour couvrir le corps découvert de Tamaki. Il lui dit d'être mieux préparé afin d'éviter des pertes parmi les enfants. Karam croit que Rekha n'a pas toujours été une personne maléfique et veut savoir qui l'a transformée ainsi.
Shinra pense que son frère a été enlevé par l'évangéliste et exploité pour ses capacités. Shinra et Karam acceptent de travailler ensemble pour s'en prendre à l'évangéliste. L'empereur convoque une réunion entre tous les capitaines de chaque compagnie de pompiers. Une fois de plus, Hibana est à la 8e, provoquant Shinra et agaçant Obai. Le bureau est assez animé, avec l'ajout de Tamaki également. Shinra et Tamaki rejoignent le lieutenant Inawa, le capitaine Hibana et le capitaine Obai en route vers la conférence. Les capitaines ne se sont jamais rencontrés auparavant pendant le temps d'Obai, ce qui signifie que le sujet de discussion est très important. Ils ont besoin des informations de Shinra sur l'organisation en blanc et l'évangéliste. La réunion vise à discerner comment traiter avec l'évangéliste, les hommes en blanc et les infernaux fabriqués. En route vers le centre, ils passent par la centrale électrique Amaterasu qui alimente tout l'empire de Tokyo. Karam les salue à la porte et dit à Obai qu'il aimerait travailler avec la 8e pour découvrir la vérité sur Rekka. Tout le monde entre pendant que le docteur Giovanni rôde dans l'ombre et demande où se trouvent vraiment ses allégeances. Tous les capitaines sont présents à l'intérieur pour la réunion, y compris le toujours insaisissable Benimaru Shinman de la 7e, connu comme le plus puissant soldat du feu de tous. L'empereur entre dans la pièce et tout le monde plie les mains en prière, sauf pour la 7e. La conférence d'urgence commence et l'empereur ordonne à chaque compagnie de neutraliser l'évangéliste. Benimaru devient encore plus irrespectueux et le 2e capitaine exige des excuses en tant que proto-nationaliste. Benimaru affirme que le 7e agira comme il le souhaite et s'en va après avoir refusé de prêter allégeance à l'Empire ou au Grand Saul. L'empereur continue d'expliquer leur plan pour éliminer l'évangéliste et Joker écoute de l'extérieur. L'empereur s'adresse à Shinra et lui parle de l'Atolla Burst qu'il possède. Un Atolla Burst est une flamme pure et selon le docteur Giovanni, l'évangéliste essaie d'acquérir plusieurs Atolla Burst. Le docteur Giovanni suggère de garder Shinra en sécurité enfermé, mais Hibana et Obai prennent la responsabilité de sa sécurité. Après la réunion, Obi retourne au 8e mais Shinra va voir Amaterasu seul. Joker le confronte à la centrale électrique et les deux se rencontrent à nouveau. Joker dit à Shinra qu'un Atolla Burst est la flamme sacrée de ce monde et affirme qu'il ne veut pas se battre. L'homme mystérieux dit qu'il aimerait récompenser Shinra pour s'être rapproché de la vérité. Il révèle que Shu Kusakabe est le commandant des chevaliers de la flamme du drapeau cendré, servant sous l'évangéliste. Avant que Shinra puisse poser d'autres questions, Joker disparaît soudainement. Shinra retourne au quartier général du 8e et Inawa ordonne à tout le monde de lire des centaines de documents contenant des informations sur l'évangéliste et l'organisation des Blancs vêtus. L'idiotie d'Artu provoque un court-circuit dans son cerveau à force de trop lire. Shinra a du mal à accepter une nouvelle. Cette nuit-là, ils prennent une pause pour le dîner. Shinra et Inawa cuisinent ensemble et le lieutenant lui rappelle qu'il peut toujours lui parler de quoi que ce soit. Pendant le dîner ensemble, Shinra dit à tout le monde la vérité sur sa rencontre avec le Joker et son frère Shu. À sa grande joie, ils décident tous de soutenir sa décision de poursuivre l'évangéliste et de sauver Shu. Pendant ce temps, les chevaliers de la flamme cendrée se réunissent et Shokon Kusakabe affiche un sourire bien trop familier. La 8e compagnie se rassemble pour discuter des rapports trouvés qui pourraient être liés à l'organisation des Blancs vêtus. Ce rapport particulier concerne le premier incendie dont la 8e a jamais été informée, même avant que Maki et Iris ne rejoignent l'équipe. Obai demande au lieutenant Inawa d'expliquer les origines de la compagnie 8 des forces spéciales de lutte contre les incendies en l'année solaire 108. Takesa était membre des forces armées impériales de Tokyo stationnées à la base de Yokota. À l'époque, Inawa était ami avec Maki et Tojo. Il ne croyait pas au potentiel de Maki parce qu'elle était la fille du général Oz. Tojo a essayé de le détendre et lui a même dit qu'il n'était pas aussi froid qu'il le pensait. Malheureusement, cette nuit-là, Tojo s'infernalise soudainement. Incapable de supporter le chagrin d'avoir tué son ami, Inawa choisit de ne pas tirer sur Tojo avant qu'il ne devienne un infernal à part entière. Le lendemain, Inawa reçoit le pistolet baptisé de Tojo et parcourt Tokyo en tombant sur une scène de lutte contre un incendie. À l'époque, Obai était encore pompier et n'était pas d'accord avec la plupart des méthodes des soldats du feu pour traiter les infernaux.
Les membres de la 3e compagnie n'avaient aucune compassion pour les vivants et ont décidé de prioriser les infernales en fonction de points. Inawa Obi essayait de consoler la famille des victimes et promet de mettre son mari au repos lui-même. Inawa l'affronte et se présente. Un pompier et un soldat désobéissent aux règles de la force de lutte contre les incendies et décident de travailler ensemble pour vaincre l'infernal. Inawa partage qu'il n'est pas un adepte de Soulfall, pourtant il ne pouvait pas tirer sur son ami infernalisé avec un pistolet non baptisé. Obai trouve l'infernal et répond que ce n'est pas une question de grande âme. Il est important de s'occuper des mourants. Les baptêmes infernaux et les prières sont simplement ce qui aide à apaiser leurs âmes. Obai dit à Iyawa qu'il est un homme gentil, et le sergent envoie l'infernal après la prière. Par la suite, ils décident tous les deux de créer leur propre compagnie de pompiers spéciaux destinée à percer le secret des infernales et de la combustion humaine spontanée. 2 ans plus tard, ils reçoivent la permission de commencer leur entreprise et s'installent dans la cathédrale délabrée pour leur première recrue. Inawa intègre Maki dans l'équipe. De retour à l'époque actuelle, Maki est flatté par l'histoire qu'Obai le rappelle que les croyances de la 8e sont toujours les mêmes à ce jour. Lors de la première scène d'incendie de la 8e, la victime était un infernal habillé tout en blanc. Ils ont été neutralisés sans incident, mais il y avait une multitude de facteurs étranges entourant cet incident. L'endroit où cela s'est produit fonctionne toujours et est situé à Asakusa, le territoire de la 7e compagnie. À Asakusa, Benimaru marche dans les rues. Il est populaire dans la région et est largement connu sous le nom de Waka. Il reçoit des friandises et de l'attention, mais reste principalement froid et distant. Benimaru retourne à la base de la 7e et partage les friandises avec les jumeaux Hinata et Ikage. Kunro Sajimiya dit à son capitaine que la 8e prévoit d'enquêter sur leur juridiction. Benimaru dit de les ignorer, mais la 8e arrive brusquement sans avertissement. Obi prétend qu'il essayait d'éviter les formalités que Benimaru déteste tant. Benimaru dit qu'il se moque de l'évangéliste et leur dit de ne pas perturber son territoire. Il ne croit même pas à l'évangéliste ni que des gens créent des infernales malgré les paroles de Shinra. Shinra dit à Benimaru qu'il ne fait rien malgré le fait d'être le plus puissant ici. Avant que les choses ne dégénèrent entre eux, Asakusa sonne leur version de l'alarme incendie. Benimaru apprend l'apparition de l'Infernal et dit à la 8e de partir avant qu'ils ne reviennent. Malheureusement, l'un de leurs citoyens est devenu un Infernal. La 7e division se regroupe derrière Benimaru et leur festival commence. Ils utilisent des Motoi que Benimaru enflamme et tire sur l'Infernal, détruisant plusieurs maisons au passage. Il est révélé que Waka est un soldat composite capable d'utiliser à la fois des capacités de 2e et de 3e génération. Les habitants d'Asakusa peuvent reconstruire les maisons et sont tous très reconnaissants envers Waka. Les maisons détruites sont anéanties en offrande pour éloigner la peste. Les gens cherchent constamment un endroit où mourir dans ce monde et les habitants d'Asakusa veulent que Benimaru soit celui qui les aide à trouver le repos. Il est connu comme le roi de la démolition d'Asakusa après les funérailles de Kantaro. Pendant ce temps, la 8e remarque la manière unique d'Asakusa de faire le deuil des morts. Ils organisent un festival et Benimaru ordonne à ses hommes de réparer les maisons qui ont été détruites tout en hébergeant ceux qui ont temporairement perdu leur foyer. Shinra et le capitaine Obi s'accordent à dire qu'ils devraient aider aux réparations s'ils espèrent un jour poursuivre l'enquête. Chaque membre de la 8e se réveille utile pour réparer la ville démolie. Pendant ce temps, les amants blancs remarquent l'arrivée de la 8e à Asakusa et l'évangéliste leur ordonne d'exterminer l'enquête immédiatement. À la fin de la journée de travail, Benimaru soigne les brûlants de Neuro et les jumeaux arrivent avec Shinra. Shinra divertit les filles. Konro admet qu'il a pris goût à ceux de la 8e, suggérant même qu'il coopère avec eux. Benimaru prétend qu'il n'est pas fait pour diriger les autres, mais décide qu'il coopérera car il ne les déteste pas non plus. Plus tard, Shinra demande à Benimaru au sujet des brûlures de Teflosis de Konro. Benimaru demande à rencontrer Obi, et Shinra l'emmène donc chez les autres. Les autres membres de la 8e réfléchissent à leur relation améliorée avec la 7e. Iris est restée pour aider la 5e à gérer la juridiction de la 8e pendant leur absence. Benimaru va rencontrer le capitaine Obai, mais il les entend parler avec le lieutenant Inawa de transformer Kantaro en infernal. Il attaque immédiatement en utilisant ses flammes et Shinra essaie de le calmer.
Benimaru ne croit rien de ce qu'ils disent et décide de se battre contre toute la 8e compagnie. Cependant, Benimaru ne sait pas que les Whiteclads se faisaient en réalité passer pour Obai et Inawa pour le tromper. Évidemment, Obai se prépare à combattre pendant que les autres le retiennent. Benimaru parvient à submerger tous les membres de la 8e à lui seul, mais Obai revient. Après avoir revêtu son armure de la Fire Force, il défie Benimaru en duel, capitaine contre capitaine. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir de feu, Obai se bat contre Benimaru pour laver son honneur. Obai parvient à résister à la plupart des attaques de Benimaru et réussit même à lui asséner un coup de tête solide. Iris décide qu'ils doivent empêcher les capitaines de se battre et Konro essaie d'intervenir. Il réussit à calmer Benimaru avant qu'il ne lance une autre attaque. Ils retournent à la maison de garde et ils découvrent que Obi, qui a ordonné à Shinra d'aller chercher Benimaru, n'était peut-être pas le vrai. Benimaru part enquêter et Konro raconte comment il a été brûlé. Avant de rejoindre la Special Fire Force, Konro et Benimaru ont combattu des infernos puissants qui ont détruit une ville entière. Ils se sont retrouvés face à un inferno semblable à un démon et Konro a poussé Benimaru hors de danger pour le sauver. Malgré avoir atteint sa limite pyrokinétique, Konro a affronté l'infernal seul en lance solaire 196 à Asakusa, Tokyo, et Konro a survécu au combat contre le démon infernal. Benimaru le trouve carbonisé le matin, mais encore vivant, bien qu'épuisé. Benimaru soutient qu'il aurait dû se battre aussi, mais Konro refuse de perdre Benimaru en un moment comme celui-ci. Konro dit à Benimaru qu'il sera celui qui protégera et dirigera Asakusa. Suite à l'incident, la compagnie 4 de la brigade spéciale de pompiers arrive sur les lieux. Ils intègrent officiellement le Haikishin d'Asakusa dans la brigade spéciale de pompiers en tant que compagnie 7. Benimaru ne veut pas être utilisé par l'Empire, mais Konro pense qu'il devrait utiliser leurs ressources. C'était l'histoire de la création de la compagnie 7. 2 ans plus tard, nous sommes dans l'année solaire actuelle. Konro explique qu'il n'a aucun regret. Et Shinra déclare qu'il veut être un héros pour que personne n'ait besoin d'être sacrifié. Il semble y avoir une agitation parmi les citoyens d'Asakusa, plusieurs personnes s'accusant mutuellement de crimes dont elles n'ont aucun souvenir. Il y a plusieurs cas mystérieux de méprise qui suscitent l'intérêt de Benimaru. Konro et la 8e trouvent Hinata et Ikage en train de se disputer. Quiconque est réel. Arthur donne un coup de genou à Ikage au visage et révèle un petit vieil homme, l'imitant. Pendant ce temps, l'un des Blincs utilise son pouvoir d'ignition pour manipuler les vaisseaux sanguins BL afin de déformer les visages des gens. Yona, l'artiste, tue accidentellement l'un des suiveurs et se fait gronder pour cela. Les Blancs sont prêts à transformer Asakusa en mer de flammes. Benimaru essaie d'enquêter sur tous les malentendus, lorsque plusieurs infernos sont créés artificiellement. Les Blancs prévoient de trouver un humain compatible ou éventuellement de créer un démon, tout en traquant la 8e compagnie dans la confusion, pendant que la 8e élabore un plan pour répondre aux tirs de plusieurs flèches enflammées. Shinra essaye de poursuivre, mais les flèches sont tirées de plusieurs endroits différents. Arthur essaye de le soutenir alors qu'ils s'attaquent ensemble aux tireurs d'élite. Konro et Hinata interrogent l'homme et demandent Ikage. L'homme ne parle pas et s'infernalise avant de mourir rapidement. Les habitants d'Asakusa n'écoutent pas la 8e et Konro décide de sonner la cloche d'urgence. Benimaru a du mal à diriger les gens et n'est pas sûr de la marche à suivre. Shinra localise le tireur d'élite et rencontre 2 membres en blanc. Arthur le soutient et ils s'engagent dans un combat en 2 contre 2. Cependant, leur mauvaise coordination les met en désavantage. Une fois qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils élaborent une stratégie, ils submergent les membres en blanc et forcent Haro à battre en retraite. Désespéré de riposter, l'homme à capuche consomme un insecte infernal. Benimaru met un infernal au repos et appelle l'un de ses Matwei enflammés. Beni continue de se référer à Konro en tant que leader, où Konro instille sa confiance en Beni pour prendre les rênes pendant cette période. Beni accepte cela à contre-cœur, annonçant aux gens qu'il y a des étrangers parmi eux se faisant passer pour eux afin de semer la confusion et la méfiance. Il déclare que cela n'a pas d'importance et exhorte tout le monde à se battre les uns contre les autres, car les étrangers ne les auront pas. Pendant ce temps, Shinra et Arthur sont confrontés à l'archère en blanc et à son protecteur, qui s'est transformé en infernal avec des cornes, un démon. Beni aperçoit le démon de loin, déterminé à ce qu'il soit son adversaire.
Le démon ressemble exactement à l'infernal qui a détruit la maison d'enfance de Shinra, et il fait l'expérience de ce que l'archer appelle un Adila Link. Ika est trouvé en train de frapper ce vêtu de blanc qui avait promis des bonbons en échange de son kimono. Ina rejoint sa jumelle, l'informant qu'un vieil homme a essayé de se faire passer pour elle. Elles se mettent à frapper les hommes ensemble. Benimaru emporte le démon dans le ciel et Konro est témoin de l'archer préparant un tir sur Bonnie. Konro essaie d'utiliser ses flammes, mais en raison de son état, il ne peut pas aider Benny. Il appelle Shinra à sauver Benny, dont les instincts se déclenchent immédiatement après le cri. Il rattrape rapidement la flèche, se disant que ces flammes sont celles qui préservent l'humanité plutôt que de la détruire, et il dévie la flèche. L'archer compare le lien Adula de Shinra à celui de l'évangéliste, le commandant des vêtus de blanc. Benimaru utilise un mouvement appartenant à Konro, la lune cramoisie, pour anéantir le démon. Benimaru tombe en chute libre jusqu'à ce que Shinra le rattrape. Les membres de la 7e informent joyeusement Konro que les flammes et les infernaux ont été éteints. Konro dit qu'elle devrait particulièrement remercier la 8e. Shinra, Yona et les chevaliers de la flamme cendrée informent Shoku Sakabe sur Shinra. Il lui annonce que Harin a été martyrisé. Ao note que le lien Adula de Shinra était connecté au démon. Sho affirme qu'il veut cacher son lien Adula à tout prix. Sho dit que la prochaine fois, il ira. Pendant ce temps, Obai s'occupe du scientifique judiciaire Victor Licht. Il a été assigné à l'équipe judiciaire manquante de la compagnie 8. Licht a un lien avec Joker. Les choses commencent mal, lorsqu'il ne parvient pas à saluer de la bonne main. Licht saisit les pieds de Shinra, espérant toucher les pieds qui produisent le lien Atola. Meilleur de sa classe, Victor Licht dirigeait le laboratoire d'appliquée pyrokinésiologie chez Hajima Heavy Industries. Victor n'est pas humble, il admet sa propre brillance. La princesse Ibana se demande pourquoi il est à la compagnie 8. Victor supplie d'être autorisé à les rejoindre. De plus, la compagnie 8 n'a même pas d'ingénieur. Ce n'est pas le cas. Mais ils ont une idée de qui ils devraient recruter. Vulcan Joseph. Il a été difficile à recruter jusqu'à présent. Un dieu du feu et de la forge, Vulcan est profondément talentueux. Il a cependant une haine pour Hajima et la force spéciale de pompiers en raison de leur association. Cependant, Obi est sûr que Shinra, Arthur et Iris peuvent le convaincre de les rejoindre. Il leur dit de s'habiller en vêtements de rue, mais de ne le tromper. Ibana est certaine que c'est une perte de temps pour tout le monde. Vulcan vit dans une décharge. Lorsque Shinra et Arthur se présentent, Vulcan leur lance des canettes de soda. Vulcan leur dit qu'il n'aidera pas les soldats du feu. Cependant, son apprenti Yu accepte d'écouter leurs propositions. En raison de son mépris pour Hajima, ils utilisent leur influence pour arrêter ses fournisseurs. Yu note qu'il y a une raison plus profonde à sa haine. Cependant, avant qu'ils ne puissent leur dire, Shinra témoigne de la différence de la compagnie 8. Yu leur permet d'entrer dans la maison de Vulcan. Là, il rencontre Lisa et voit Vulcan à l'œuvre. Il manie ses clés à molette comme des baguettes, frappant sa machine. Puis, il la donne un coup de pied contre un mur. Le mur. Vulcan explique que si une machine se casse aussi facilement, elle n'est pas différente d'une unité défectueuse. Après quelques mésaventures, en réalisant que Shinra, Arthur et Iris sont à l'intérieur, un invité arrive à l'extérieur. Vulcan et le capitaine de la 3e compagnie, Giovanni, se rencontrent. Giovanni a arrêté la chaîne d'approvisionnement pour faire pression sur Vulcan afin qu'il les rejoigne. Vulcan accuse Giovanni d'avoir tué son père et son grand-père. Le grand-père Giovanni se moque du rêve de Vulcan. Shinra propose l'aide de la compagnie 8. Iris commence à appuyer aléatoirement sur des boutons. L'incompétence de Shinra, Arthur et Iris a un effet charmant sur Vulcan. Il leur propose de leur montrer quelque chose pour rendre leur voyage intéressant. Il leur montre une machine qui projette des images de créatures marines dans l'océan, d'éléphants et d'oiseaux. Le rêve de Vulcan est de ramener à la vie les animaux aujourd'hui éteints. Cependant, il n'a pas la technologie pour le faire. Nous apprenons que Lisa a perdu ses parents à cause d'un infernal sans abri. Vulcan la recueille. Elle les informe que le père et le grand-père de Vulcan se sont tous deux transformés en infernals en même temps. Cependant, ils ne croient pas que ce soit un hasard. Ils pensent que Giovanni a quelque chose à voir avec cela. Ancien apprenti des Vulcans de Voltaire, Giovanni est ensuite allé travailler pour Aijima. La famille de Vulcan a toujours une mauvaise relation avec Aijima. Alors que Lisa se dirige vers l'intérieur, le lien Atola de Shinra détecte l'intention meurtrière de Giovanni envers Vulcan.
Vulcan offre un soda à la tombe de ses parents, leur racontant à quel point le travail était difficile et comment il a trouvé une nouvelle famille. Il partage avec Lisa et Yu qu'il veut former des liens qui ne se brisent jamais, comme ceux de son grand-père et de son père. Shinra, Iris et Arthur discutent de ce que pourrait être la véritable intention de Giovanni et pourquoi cela pourrait être meurtrier. Shinra cherche à savoir où Giovanni pourrait être, tandis qu'Arthur a pour mission de protéger tout le monde. Arthur essaie d'en parler à Vulcan, mais Vulcan a du mal à croire qu'il ait les mêmes préoccupations concernant Aijima que la 8e brigade de pompiers. Yu les interrompt pour souligner le rassemblement en tenue blanche à l'extérieur. Giovanni attaque Shinra discrètement avec des poings contrôlés par des fils. Désirant emmener Shinra chez l'évangéliste à cause de son explosion à Tola, Giovanni électrocute Shinra d'en haut. Pendant ce temps, Arthur explique qu'il ne peut pas se battre quand il ne se sent pas chevaleresque. Alors, Vulcan commence à assembler un équipement pour aider Arthur. Avec cela, Arthur se prépare à combattre avec une épée en manteau et une tête d'âne attachée à son entrejambe comme monture. Son épée est plus puissante que d'habitude et il élimine sans effort les illusions clones des Blancs Vêtus pour révéler qu'il n'y en a que 2. Un Blanc Vêtu invoque une étoile du matin et s'approche d'Arthur, qui dévie ses coups sans effort. Le Blanc Vêtu qui crée les images clones crée Arthur pour se moquer de lui. Ils détruisent l'âne d'Arthur, ce qui réduit considérablement la puissance d'Arthur, mais il se relève pour venger sa monture. Vulcan exhorte Lisa et Yu à s'échapper, mais ils refusent de partir sans lui. Vulcan révèle que ses ancêtres ont construit Amaterasu. À la dernière seconde, Lisa se retourne contre Vulcan et Yu, les faisant tomber tous les deux. Giovanni entre en demandant la clé d'Amaterasu, tirant sur Yu comme tactique pour obtenir les informations qu'il veut. Vulcan semble ne pas savoir où se trouve la clé, ce qui met Giovanni en colère au point de crier violemment et de frapper Vulcan de manière robotique. Il détruit le projecteur de Vulcan qui contenait les rêves de Vulcan, tandis qu'Ibana révèle qu'elle a planté un micro sur Iris et a écouté, puis détache Shinra pour qu'il puisse retourner à l'atelier de Vulcan. Giovanni trouve la clé dans le projecteur qu'il a brisé. Shinra fait irruption juste à temps pour essayer d'intervenir. Dehors, Ibana aide Arthur. Lisa attaque Shinra, ses flammes sont magnétiques et attirées par les organismes vivants. Vulcan demande à Iris de commencer à appuyer sur les boutons au hasard, provoquant la chute d'animatronique du plafond. Les flammes de Lisa sont contraintes de se retirer alors que le nombre de machines produisant un champ magnétique peut collectivement imiter celui d'une personne. Shinra est rapide à envoyer Giovanni voler à travers le mur. Dehors, le lien Adala de Shinra devient à nouveau actif alors que Sho est proche. Shinra est immédiatement ravi de voir son frère, fier que Sho ait grandi pour devenir si beau et cool. Sho est dans l'ignorance, ne réalisant pas que Shinra est son grand frère. Sho se sont dégoûtés et déclarent que Shinra viendra avec les hommes en blanc. Arthur essaie d'intervenir, mais Sho le frappe à la poitrine avec son épée. Licht aide tout le monde à s'échapper en camion. Vulcan prend Arthur et Shinra en passant. Vulcan appelle Lisa à les rejoindre, mais échoue à l'emmener. Sho semble se téléporter devant le camion pour les arrêter, mais Joker apparaît disant qu'il ne peut pas avoir Shinra pour l'instant. Joker disparaît, sûr que Shinra s'est échappé, révélant que Sho et lui se sont infligés de légères coupures l'un à l'autre, comme celle dans l'épée de Sho et le cache-œil de Joker. Shinra fait un rapport à Obi par téléphone à l'hôpital. Vulcan accepte de rester au 8e car l'atelier n'est plus sûr pour lui. Vulcan souhaite toujours ramener Lisa et rétablir sa famille retrouvée. Il est confiant que Yu ira bien. Lorsque Vulcan demande des nouvelles de Sho, Shinra dit de ne pas s'inquiéter pour lui et que Vulcan n'est pas seul. Ibana questionne Licht sur son timing, méfiante à son égard. Sur le chemin du retour, Shinra jure de tenir sa promesse faite à sa mère lorsqu'il était enfant de protéger son petit frère. Il veut ramener son frère. Vulcan est surpris par le comportement du 8e pendant le dîner, le trouvant attachant et rien de ce qu'il avait imaginé. Vulcan retourne à son atelier pour offrir un soda à son père et à son grand-père, leur racontant comment il est pris en charge par la Fire Force. Il s'excuse auprès d'eux car il va briser sa promesse en aidant le 8e Flamme. Ibana et Conro arrivent pour partager des notes sur l'enquête du 8e. Ils discutent de la façon dont le 3e est scandalisé et essaie de couvrir les choses. Obi dit qu'il est Licht, essayant de trouver leur base, qui est vu en train de converser avec Joker.
Personne d'autre ne le sait, mais Ibana se méfie de Licht et remet en question le choix d'Obi de lui faire confiance. Joker demande à Licht s'il peut élaborer un plan pour améliorer les flammes de Shinra. Pendant ce temps, Konro propose à Obi d'entraîner les recrues au combat rapproché. Arthur et Shinra sont entraînés par Benny pour se battre. Benny demande à Arthur et Shinra de concevoir des mouvements finaux. Licht arrive et explique une façon pour Shinra de renforcer ses flammes, demandant à Benny de démontrer en rendant la propulsion de ses flammes plus serrée et plus précise. Konro menace Licht, le trouvant suspect et mal adapté au 8e. Arthur s'entraîne sur ses fondamentaux avec Benny. Pendant ce temps, Shinra essaie de resserrer la propulsion de ses flammes et peine à les contrôler. De retour au 8e, Vulcan travaille à créer des moyens d'éteindre les incendies avec ses créations. Il crée également des armes de soutien pour le sputter et le flair. Benny informe Shinra sur pourquoi il utilise ses mains d'une certaine manière lorsqu'il utilise sa flamme, remontant cela aux arts martiaux. C'est le Tanakata, où chaque formation de main a une utilisation et une signification différentes. Il explique une utilisée pour augmenter la puissance des pieds, que Shinra utilise et constate que ses flammes se compressent instantanément. Avec une concentration intense, sa vitesse a considérablement augmenté. Benny même demande à Shinra comment s'appelle son coup final, mais rejette ce que Shinra propose. Arthur commence à s'entraîner avec une katana, apprenant de nouvelles techniques pour manier une lame. Alors que Shinra perfectionne ses flammes, il ressent son lien avec son frère. Quelques membres des Blancs se réunissent, où le docteur Giovanni mentionne que bientôt la 8e compagnie découvrira l'emplacement de leur base. Shaw mentionne que cela joue en leur faveur en raison du lien Abdullah d'un des membres de la 8e. Quand il était enfant, la mère de Shinra lui disait de ranger ses affaires, en lui disant que les garçons désobéissants sont envoyés au Nether. Cela l'incite à ranger rapidement ses joies, mais en le faisant il mentionne qu'il n'a pas peur. Shinra se souvient avoir promis à Shu que si ce dernier était un jour emmené au Nether, Shinra viendrait le sauver dans le présent. Obi dit à la 8e que les preuves laissées à l'atelier de Vulcan ont aidé Victor à déterminer que les Blancs doivent se cacher dans le Nether. Iris réitère que c'est un endroit impur, que même la lumière de Sol ne peut atteindre. Victor explique qu'en réalité, le Nether est en fait un réseau de tunnels de métro qui ont été principalement enterrés lors de la grande catastrophe. Cette nuit-là, Shinra reste d'une femme qui ressemble à Iris. Quelques instants plus tard, il ressent son lien à Tala et se réveille. Le lendemain, alors que la 8e se dirige vers le Nether, Obai révèle que généralement, les gens ne sont pas autorisés dans la zone, mais qu'ils ont reçu une permission spéciale pour enquêter. Iris réitère que c'est un endroit impur, où vivent des créatures inhumaines, affirmant que c'est super effrayant. À leur arrivée, une courte discussion a lieu avant que Hinawa ne demande à tout le monde de se taire et qu'Iris offre une prière. À l'intérieur, Maki éclaire leur chemin à travers les tunnels, tandis que Yona et Mirage créent une distraction qui sépare l'équipe. Ensuite, Haro ordonne à Assault de poursuivre l'équipe et s'en va pour aider, mais soupçonne qu'Assault pourrait anéantir la 8e tout seul. Iris, ayant été laissée avec un Takami et un imposteur, a du mal à trouver une différence entre les deux, malgré le fait que l'un d'eux ait une voix d'homme et que l'autre puisse utiliser la capacité d'initiation de Nekomata Takamki. Takami trébuche alors, provoquant la chute de tous ses vêtements, ce qui convainc Iris de sa légitimité. Après que le faux Tamaki s'enfuit, Assault arrive seul avec Sputter et Flair. Maki se retrouve face à face avec Flail et un groupe en blanc. Au début, elle a peur, pensant qu'il s'agit de fantômes, mais elle est rapidement soulagée et les élimine facilement avec le nouvel équipement que Vulcan a fabriqué pour elle. Tamaki commence à se battre contre Assault, qui commente qu'elle semble avoir une forte résistance aux flammes, mais qu'il ne veut pas blesser les femmes, donc il les tuera. Se remémorant rapidement une conversation de la veille, elle est encouragée à donner le meilleur d'elle-même et parvient à éviter la balle cramoisie d'Assault. Malheureusement, sa chance se manifeste et distrait Assault, ce qui donne à Iris une ouverture pour le frapper avec un tuyau en métal. Tamaki et Iris le mettent alors hors de combat et s'éloignent heureuses d'avoir pu se défendre. Inawa fait face à Arrow seul. Licht est pris en otage par un homme en blanc et utilisé comme appât pour Shinra. Il libère Licht avec son mouvement rapide.
Inawa et Haro échangent des stratégies pour se débusquer l'un l'autre. Inawa court à travers un train abandonné et Haro utilise cela à son avantage en le verrouillant à l'intérieur pour qu'il ne puisse pas échapper à ses tirs. Ils partagent leurs idéologies, ce qui pousse Haro à demander pourquoi Inawa se bat. Si les sentiments sont épuisants, il affirme que c'est parce qu'il est enflammé. Inawa commence à tirer avec un fusil à pompe, si puissant qu'il doit remplacer le canon après chaque tir. Un homme en blanc qui regarde décrit cela comme une fusillade entre deux tanks. Inawa a du mal à rester éveillé compte tenu de la situation. Alors qu'il meurt, il se redresse, se rappelant que le 8e n'est guère une compagnie et qu'il ne peut pas laisser Obi la diriger seul. Inawa utilise les flammes de Haro contre elle en augmentant la vitesse de sa balle. Cela permet de vaincre Haro. Il s'afface contre un pilier. Deux membres en blanc s'approchent de lui et il leur lance une balle frôlant leur tête. Le plafond s'effondre et ouvre un trou. Arthur se trouve de l'autre côté, l'un des membres en blanc reconnaissant Arthur de l'atelier de Vulcan. Il crée une masse de clones. Arthur est capable de déterminer quel clone a le poids de la vie en lui, ce que Benny lui a appris ainsi qu'à Shinra. Grâce à cela, il débusque le membre en blanc et le frappe. La lame de son épée passe juste au-dessus de la tête de Inawa. Maki croise Tamaki et Iris. À la poursuite de Vulcan et Obi-Wan se trouvent Giovanni et Visa. Giovanni dit qu'il est venu voir Lisa et remarque que les paroles de Vulcan touchent profondément Lisa. Il l'appelle par son vrai nom, Feller, lui demandant ce qui ne va pas et lui rappelant qu'elle est une manipulatrice, la menaçant d'une nouvelle leçon. Giovanni explique que l'évangéliste sait tout, y compris les insectes qui causent des infernaux artificiels et la condition de la flamme de perdition. Lisa est compatible avec les insectes, ses parents ont été tués par un infernal et elle craint les flammes de puits. Mais elle affirme que les insectes lui ont rouvert les yeux. Obi et Vulcan supplient qu'elle ne fasse pas cela alors qu'ils sont sous l'emprise de ces flammes. Obi est déterminé à libérer Lisa de ces flammes qu'elle ne contrôle pas. Faisant semblant d'être battu par Lisa, Obi place des grenades extinctrices sous chacun de ses tentacules pour les éteindre. Lisa tombe librement sans ses flammes, souffrant de n'avoir plus rien, mais elle est rattrapée par Vulcan. Elle commence à pleurer puisqu'elle est dans ses bras. Mais Giovanni ne tarde pas, imposant l'intimidation sur elle. Giovanni prend Lisa en otage, l'étranglant et la brûlant avec un fil chauffé, tout en la poignardant avec un autre fil. Il lance une arme à Vulcan et ordonne à Vulcan de tirer sur Obi. Obi demande à Vulcan de faire ce que Giovanni dit, ce à quoi Vulcan obéit à contre-cœur. Lorsque Giovanni relâche Lisa, Obi se relève à nouveau, déchirant des rails de train en métal comme s'il s'agissait de rien. Il s'avère que Vulcan a fabriqué un gilet pare-balles pour Obi avant la mission. Obi demande pourquoi l'évangéliste crée des infernaux et quel est leur but, ce à quoi Giovanni répond que c'est pour protéger l'ordre naturel. Il explique que l'explosion d'Atolla était redoutée bien avant que les flammes n'engloutissent le monde. Il mentionne qu'un nom puissant ne comprendra jamais, mais que Shinra commence peut-être à avoir une idée. Shinra est tourmenté par des hallucinations causées par son lien Adola, revisitant ses souvenirs. De lui et Sho enfant. Giovanni explique qu'en ce moment, Shinra devrait se connecter à Sho. Il ajoute que l'explosion d'Atolla peut affecter toutes sortes de chaleurs. Obi se demande ce qui relie les bugs et l'explosion d'Atolla, et Giovanni se contente de dire qu'il pourrait venir du même endroit que les flammes. Shinra confronte Sho, disant qu'il est là, tout comme il l'a promis à leur mère. Shu est dégoûté par l'idée, ce qui contrarie Shinra. Shinra réduit la distance entre eux et dit à Sho de ne pas parler en mal de leur mère. Il semble disparaître dans une explosion de traces de flammes et de plumes scintillantes autour de Licht, réapparaissant alors que la lame de Sho est enfoncée dans un pilier. Alors que Shinra essaie de bloquer, ils se renvoient l'un contre l'autre. Sho sort sa lame et la plante dans le sol. En suspendant le temps, il se précipite vers Shinra, l'envoyant voler. Shinra subit de graves dégâts à cause de ce coup, crachant du sang. Pendant ce temps, Giovanni se retire, disant que sa tâche de réunir Sho et Shinra est accomplie. Sho dit qu'il et Shinra sont dans des univers différents. Licht réalise que Sho utilise la chaleur pour étendre son univers, rendant la vitesse de Shinra inutile contre lui. Sho initie leur lien Adola, voulant montrer à Shinra plutôt que de l'expliquer. Sho explique que les flammes de l'Atolla Burst représentent la Terre que Shinra voit lorsqu'il fait l'expérience de leur lien.
Leurs flammes peuvent affecter tous les êtres vivants au-delà de leur univers. Sho montre à Shinra l'évangéliste, qui est assis derrière lui parmi la terre de flammes noires et de restes squelettiques. Lorsque Shinra appelle l'évangéliste, s'exclamant qu'il utilise Shu pour la combustion humaine, le monde Adola autour d'eux se dissipe et ils sont de retour dans le monde réel. Licht explique mieux à Shinra que les flammes de Sho tirent de l'expansion de l'univers pour arrêter le temps. Shinra refuse d'abandonner, malgré le fait que ce soit futile. Shinra reçoit une raclée sans effort de la part de Sho, mais l'ignore, demandant pourquoi Shu ne peut pas être gentil et simplement l'appeler grand frère. Shinra poursuit Sho comme s'il s'agissait d'un jeu de tag, mais Sho l'envoie simplement à nouveau voler dans les airs pour s'écraser contre un autre pilier. Shinra peut traiter Sho de gamin prétentieux pour avoir enfreint les règles du jeu de tag. Dans son angoisse, il force un lien avec Sho, faisant remonter inconsciemment un souvenir de enfant où Shinra essaie de jouer avec le jeune Sho, moment où il le touche à la joue avec ses flammes. Shinra conclut que la raison pour laquelle Sho est si puissant est sa connexion au monde d'Atola. Il se demande donc s'il peut également utiliser Atola à son avantage. Sho tranche Shinra avec une coupure qui séparera les univers dans lesquels se trouve Shinra, ce qui signifie que son temps est désormais limité. Shinra a déjà ressenti des émotions des autres grâce à son lien avec Atola, mais il veut être celui qui transmet ses émotions aux autres. Malgré les coups répétés, Shinra s'approche toujours de Sho. Shinra explique à Sho combien sa vie compte pour lui et qu'il est conscient qu'à ses yeux, il n'est qu'un étranger. Shinra se dit qu'il ne peut pas abandonner maintenant et tente de charger plus rapidement vers son frère. Lorsque Sho fige le temps, Shinra est introuvable. Sho dégèle le temps alors qu'il atteint sa limite et Shinra heurte un pilier, incapable de contrôler sa propre capacité. Lorsque Sho se demande comment Shinra a pu disparaître, Shinra répond qu'il essaie simplement d'aller plus vite. Une autre image de leur lien Atola entre dans l'esprit de Sho. Leech réfléchit à ce qui arrive à Shinra, se demandant s'il va si vite qu'il se désintègre et se reforme. Leech réalise que Shinra pourrait, sans le savoir, créer un trou noir, détruisant tout ce qui existe. Lorsque Sho fige à nouveau le temps, Shinra traverse le monde immobile et touche Sho. Un spectateur vêtu de blanc dans l'ombre propose que c'est la naissance d'une 4e génération. Shinra s'effondre, crachant plus de sang. Leech finit par expliquer ce qui arrive avec le pouvoir de Shinra, que s'il surchauffe en rembobinant le temps, il pourrait mourir par réflexe. Shinra sourit de manière incontrôlable, ou plutôt, il est sincèrement heureux d'être à nouveau avec son frère. Shinra persiste, ses souvenirs inondent Sho. Shinra nie que sa promesse à leur mère est importante pour lui, mais après l'avoir vu comme ça, c'est différent. Lorsque Shinra était encore à l'école, il était victime de harcèlement et on l'appelait le diable qui avait tué sa famille. Après avoir perdu sa famille, il a développé un tic nerveux qui le faisait sourire. Shinra partage qu'avant l'incendie, lui et Sho pouvaient sourire sans y penser. Sho se souvient que l'évangéliste s'est approché de lui lorsqu'il était bébé dans les flammes. Ensuite, il se rappelle d'une fois où, alors qu'il était bébé, un journal s'est envolé sur lui. Pendant qu'il était dans son berceau, Shinra est venu l'aider à enlever le journal. En se remémorant cela, Shu commence à pleurer. Shinra serre Shu contre sa poitrine, s'excusant de l'avoir laissé dans l'obscurité si longtemps. L'onde de choc de la lame de Shu perçant sa poitrine se fait sentir et il s'effondre, disant à Shu que ce n'est pas sa faute. Omea apparaît de l'ombre en disant que Shinra ne peut pas contrôler ses pouvoirs, donc il s'est empalé sans s'en rendre compte. Elle ajoute qu'ils vont relancer le grand cataclysme. Avec les éclats d'Atola, Sho lui demande ce qui s'est passé il y a 12 ans et Omea lui dit de le lui faire cracher. Sho essaye d'arrêter le temps, mais il réalise que son lien avec Atola a été coupé. Elle utilise de l'électricité pour faire partir Sho. Inawa lui tire dessus. Arthur charge ensuite pour essayer de lui trancher la tête. C'est dévié et il se met entre Shinra et Aomea. Elle tente d'utiliser son électricité sur Arthur, mais sa lame de plasma interfère avec son pouvoir. Par derrière, Obea essaye de faire s'effondrer un pilier sur Aomea. Un tremblement de terre commence à gronder continuellement. Haomea s'échappe avec Sho après avoir exclamé que c'est l'œuvre de l'évangéliste. Le 8e est contraint de se retirer et ils emmènent le gravement blessé Shinra chez Kayoko Wang. Kayoko utilise ses capacités pour essayer de soigner Shinra. Pendant que Shinra est opéré, Inawa est soigné.
Licht est occupé à enquêter, Vulcan est avec Lisa et Iris est partie prier. L'opération est un succès, mais Kyoko estime que Shinra ne se réveillera pas avant quelques jours. Shinra finit par se réveiller affamé et incapable de penser à autre chose qu'à son frère. Burns rend visite à Shinra, le félicitant d'avoir l'air mieux que prévu. Burns offre du riz à Shinra et dit qu'ils peuvent discuter de l'incendie d'il y a 12 ans, celui que Burns a commodément nié. Se remémorant les événements précédents, Burns révèle qu'il était au courant de l'incendie depuis le début mais n'a rien dit à Shinra. Cela déclenche une altercation entre lui et Shinra. Vulcan essaye de faire la conversation avec Shinra, mais Shinra est distant et ne répond que brièvement. Vulcan dit qu'il sait que Shinra pense à son frère, mais lui rappelle qu'il n'est pas seul. Il allège ensuite l'atmosphère en disant à Shinra de ne pas trop réfléchir, en plaisantant que penser n'est pas son point fort. Shinra retourne au 8e. Lorsque Burns s'en prend à Shinra, son pouvoir s'explique mieux. C'est une énorme quantité d'énergie thermique qui peut augmenter sa capacité physique. Burns dit qu'il ne dira la vérité à Shinra que s'il prouve qu'il n'est pas faible. Shinra brise le champ de force de Burns et lui porte un coup au bras. Burns finit par accepter de réveiller la vérité. L'explosion d'Adola de Shu s'est réveillée, et leur mère est devenue un infernal. À ce moment-là, les capacités de Shinra se sont manifestées. L'évangéliste avait prédit que cela se produirait. Burns a vécu ce qui semble être en lien d'Adola alors qu'il voyait la mère de Shinra en tant qu'infernale, tenant le bébé Shu dans ses bras. Aomea a utilisé son électricité pour contrôler la mère de Shinra à distance afin qu'elle puisse amener Shu vers eux. À ce moment-là, Burns a décidé de dire à Shinra que sa famille était morte à cause de l'explosion d'Adola. Shinra réalise qu'il a récemment vu sa mère dans le monde d'Adola. Il veut en savoir plus afin de pouvoir revoir sa mère. Il suppose que cela est lié au capitaine Egg. Obei est d'accord pour dire qu'il devrait enquêter là-dessus. Ils proposent tous deux que si la mère de Shinra est toujours vivante en tant qu'infernale, il pourrait y avoir un moyen de la ramener.